Donc, on continue sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la pluralité de l'agriculture biologique. Et là, je vous propose un petit exposé qu'on avait travaillé avec des collègues il y a déjà quelques temps, notamment avec Yuna Chifolo et Jean-Marie Nolot, et à partir d'un modèle qui avait aussi été travaillé par Bertil Sylvander et Stéphane Bellon. Pour montrer que l'agriculture biologique, on dit l'agriculture biologique, mais on ferait mieux de dire les agricultures biologiques, parce qu'il y a une réelle diversité. Alors, cette diversité, comment en rendre compte? On a des modèles. Alors, c'est toujours très réductionniste, les modèles, mais ça permet ensuite de mieux discuter. Donc, on peut essayer donc, de qualifier cette diversité selon un axe, premier axe qui serait l'axe agrotechnique, où on a des agriculteurs qui vont se limiter à respecter le cahier des charges de l'AB, et des producteurs qui vont réfléchir à une reconception totale de leur système, bien sûr, tout en respectant le cahier des charges de l'AB, mais en essayant d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, on a un deuxième axe qui va nous permettre de voir au niveau socio-économique, d'opposer plutôt des logiques individuelles et des gouvernances collectives. Donc finalement, par rapport à ces deux axes, on a mis en avant 4 modèles que l'on va voir un par un assez rapidement. Et ensuite, notre questionnement, ce sera d'en discuter avec vous et de voir un petit peu vos réactions par rapport à ces 4 modèles, comment vous voyez ça, et finalement, est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas du tout. Donc, le premier modèle qu'on appelle aussi le modèle label, hein, mais sachant que tout le monde peut avoir le label bio parmi ces 4 modèles. Mais sous ce modèle 1, on l'appelle label parce que c'est vraiment uniquement ce qui est recherché. On va trouver des agriculteurs qui vont pratiquer une agriculture de substitution, c'est-à-dire substituer les engrais, les pesticides, les insecticides, tous les produits chimiques qu'ils utilisaient en conventionnel, ils vont les substituer par des produits permis par le cahier des charges, donc la plupart du temps des produits organiques. Ce sont des agriculteurs qui sont plutôt opportunistes, qui vont aller chercher des primes à la conversion et assez intéressés par le modèle économique que peut offrir l'agriculture biologique. Certains parlent d'agriculture biologique conventionnelle. Donc là, nous avons des agriculteurs qui visent les filières longues essentiellement, ou assez classiques, c'est-à-dire qu'ils vont vendre leurs produits à des coopératives qui elles-mêmes vont vers des metteurs en marché, voire des filières très longues d'exportation. Donc le besoin est autour de produits standardisés, et ils sont donc à la recherche de variétés standardisées ou des variétés relativement homogènes pour pouvoir faire ces fameux produits standardisés demandés par, on peut même dire, demandés par un marché style supermarché ou autre. Les traits génétiques qui vont les intéresser, c'est essentiellement du progrès génétique, du rendement, de la qualité technologique. Le deuxième type de modèle que l'on a appelé marque, on est plutôt dans de la logique individuelle. Là, ce sont des filières intégrées, ce sont des agriculteurs qui sont en contrat de production avec des entreprises. Ce sont souvent des entreprises agroalimentaires qui ont des filiales semencières. Donc, on est dans une sorte de club privé, de filière intégrée. L'agriculteur n'a pas le choix de la variété. La variété lui est imposée, prescrite, dans le cadre d'une convention, d'un contrat. Et ce sont aussi des variétés à usage industriel réservé que l'on peut trouver là-dedans. Là, on est sur des marchés dédiés, des marchés de niche. Hein, on cherche à se différencier de la concurrence. Dans le troisième modèle, on va plutôt avoir des agriculteurs qui recherchent une autonomie, et notamment une autonomie semencière. Un exemple que je vous cite là, ce sont ce qu'on va appeler les hommes filières, les agriculteurs qui vont depuis la production jusqu'à la transformation de produits sur leur ferme et la commercialisation en circuit court. Des exemples connus, ce sont les paysans boulangers ou les paysans pastiers qui font du blé dur et des pâtes à la ferme. Ils recherchent des variétés très patrimoniales, souvent des variétés hétérogènes, locales, variétés dites population. Ils vont aussi travailler avec des mélanges de variétés. Eux, ce qui les intéresse, c'est principalement la satisfaction de leurs clients. Dernier modèle, le modèle Empowerment, qui est un modèle dans lequel on va avoir les
les projets de sélection participative principalement. Donc, ce sont des collectifs d'acteurs qui se mettent ensemble pour avoir une complémentarité dans leurs compétences, hein, et se mettre au service de l'intérêt général. Dans ce cas-là, ils visent des marchés très complémentaires, ils souhaitent des variétés diverses et largement multifonctionnelles. Donc, 4 modèles, vous l'avez vu, assez simplifiés, c'est toujours schématisé et on sait qu'on peut avoir vraiment passé, et on en a parlé tout à l'heure dans notre petit groupe de 4, des agriculteurs qui vont être sur un modèle et puis finalement transiter vers un autre. Donc ici, je vous ai fait un rappel des 4 modèles, un qui va plutôt s'adapter à un marché préexistant, jusqu'à ce modèle-là, par exemple, qui va chercher à déconstruire complètement un marché et en refaire d'autres, ou bien les collectifs d'acteurs qui vont co-construire ensemble de nouveaux marchés. Les variétés recherchées, donc on l'a bien vu, ne sont pas du même type, et les critères recherchés pour ces variétés, également très divers, allant de progrès génétiques jusqu'à des progrès plutôt sociaux ou éthiques qui vont être recherchés derrière une variété. Donc pour ça, ces modèles-là, quand on les avait présentés, la dernière fois que je les avais présentés, c'était en 2017. Donc, ce n'est pas totalement récent, mais il se trouve que justement, je cherche à voir avec vous si c'est toujours d'actualité ou pas. Ce qui était important en 2017, c'était que uniquement les 2 modèles du bas pouvaient prétendre à des variétés existantes dans le catalogue. Et pour les 2 modèles du haut, il n'y avait pas de variété dans le catalogue français qui pouvait être adaptée à ces 2 modèles-là. Heureusement, la réglementation a évolué depuis ce temps-là. Et donc, aujourd'hui, on va voir avec David si la réglementation permet de satisfaire vraiment à chacun de ces 4 modèles. Donc, je laisse la parole à David Idrio, qui est du GEVES. Tu te présentes en 2 mots, peut-être, David? Oui, David Hydro, merci Dominique. Donc je travaille au GEVES depuis 8 ans maintenant. Et plus récemment, donc je vais reprendre l'animation de la commission intersection dédiée à l'évaluation des variétés pour l'agriculture biologique. Donc c'était une commission qui était animée par Marie-Hélène Bernicot. Peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui va partir à la retraite donc en juillet prochain. Donc effectivement, je vais vous représenter un petit peu différentes procédures d'enregistrement des variétés. Donc si on repart en 2017, on va dire, on avait uniquement ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y avait de la sélection qui était faite la plupart du temps en agriculture non biologique. Des variétés donc, qui étaient proposées à l'inscription au catalogue officiel. Je fais une petite parenthèse, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier avec les terminologies. Mais donc, pour être commercialisée sur le territoire européen, une variété doit être inscrite au catalogue européen. Et pour satisfaire à cette chose-là, il faut qu'elle passe ce qu'on appelle des études de DHS et VATE pour les espèces de grande culture. Donc, ce sont des examens techniques qui sont faits au GEVES et donc avec des protocoles qui font référence à des protocoles internationaux. Donc, les variétés, jusqu'à récemment, devaient passer une DHS. Donc, DHS, c'est distinction, homogénéité, stabilité, ce qui signifie que les variétés doivent être distinctes de toutes les variétés commercialisées sur le territoire européen, présenter une certaine norme d'homogénéité, comme le définissent les protocoles qui sont créés, on va dire, collectivement par les différents pays, et stable dans le temps, c'est-à-dire que l'identité de la variété, elle est conservée tout au long de sa commercialisation. Et pour les variétés de grande culture, les variétés doivent également satisfaire aux études de valeur agronomique, technologique et environnementale. Donc, en fonction des espèces, ce sont des caractères particuliers qui sont demandés par la filière. Donc, comme ça a été dit, la législation doit évoluer en fonction des demandes des filières. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, que le GEVES et la réglementation, le ministère et l'Union européenne a fait évoluer la réglementation. Donc, aujourd'hui, il est possible donc de faire une demande d'inscription de variétés adaptées à l'agriculture biologique. Donc, jusqu'à hier, on va dire, elles passaient les mêmes études que les variétés classiques, non sélectionnées en AB.
Mais petit à petit, voilà, on essaie de mettre en place des dispositifs construits pour les variétés revendiquant un usage en AB. Donc, ça va être des réseaux qui sont conduits en agriculture biologique au sein des réseaux classiques, et en prenant aussi en compte des caractères particuliers qui sont voilà, demandés pour l'agriculture biologique. Et plus récemment, donc depuis 2018, tout un travail qui a été fait au niveau de l'Europe, hein, avec le projet LIFESEA notamment. Vous voyez le petit logo en haut à gauche. Donc, on peut désormais inscrire, enfin depuis le... Alors plus récemment, donc depuis le 1er juillet 2023, va rentrer en vigueur une expérimentation temporaire pour l'inscription de variétés sélectionnées en agriculture biologique, pardon, qu'on appelle les variétés biologiques adaptées à l'agriculture biologique, avec une DHS adaptée, c'est-à-dire que le règlement permet de tenir compte d'éventuelles hétérogénéités pour certains caractères. Donc, ça permet à ces variétés-là de pouvoir être inscrites quand même. Et s'il n'y a pas de caractères qui dérogent à l'homogénéité, elles peuvent être enregistrées classiquement sur une DHS classique et même faire l'objet d'une demande de protection. Et enfin, donc, on a les derniers matériels végétaux, donc ce sont qui ont été définis comme ça, du matériel hétérogène biologique, ou MHB, qui, eux, ne sont pas des variétés, pas définis comme des variétés, et donc présentent une variabilité sur plusieurs caractères. Et donc, il a été proposé de les notifier quand même au niveau du ministère de l'Agriculture, car la filière a besoin de ce matériel hétérogène dans certains contextes. Voilà, donc ce qui différencie en fait la partie verte, oui, de la partie rouge, c'est l'amont en fait de l'inscription, c'est-à-dire la sélection en AB pour les variétés biologiques et le matériel hétérogène biologique. Alors, je m'excuse, je suis allé un peu vite et il y aura peut-être des réactions dans la salle ou des questions. Pour moi, c'est un peu nouveau tout ça, puisque je prends la suite de Marie-Hélène. Ça fait quelques semaines que je me familiarise avec toutes ces terminologies. On prendra les questions juste après. Voilà. Donc, juste pour détailler un peu plus, en fait, en fonction des demandes que les déposants font, il y a différentes listes qui existent. Donc, A, B ou petit a, petit b pour les variétés de grandes cultures ou légumes. Et il y a également les variétés C, donc qui sont la liste C, qui sont des variétés menacées d'érosion génétique. La liste D aussi pour les variétés amateurs en légumières notamment, qui sont diffusées en petits sachets, et pour laquelle aujourd'hui il est plus indispensable, plus obligatoire d'être inscrite. Et voilà d'autres listes en fonction des spécificités des espèces. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail.